Donc, comme vous l'a dit Fabrice, nous allons à présent nous intéresser au développement, à la fabrication d'un film avant de nous intéresser aux innovations. Et pour cette partie-ci, nous allons nous baser sur Flipper. Alors, vous avez ici quelques petites plaquettes autocollantes si vous souhaitez mettre les personnages un peu partout chez vous. Mais c'est ce que vous allez nous présenter, Chanty Bourse, vous qui êtes la directrice du développement chez Autour de Minuit, ce qui s'est passé pour l'adaptation de ce qui à l'origine est une bande dessinée, de ce qui à l'origine sont des dessins sur Instagram réalisés par Théo Grosjean et rejoints par Moti pour la création de la série. Merci Arnaud. Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, je ne me rends pas compte. Super. Merci, bienvenue. Et puis, je vais essayer d'être assez dynamique, assez simple, assez rapide pour ne pas vous endormir parce que je sais que c'est la pause après la pause déjeuner, c'est un peu plus difficile, surtout avec les galettes saucisses qu'on a mangées. Voilà, donc moi je suis Chanty, donc j'ai rejoint Autour de Minuit il y a un peu plus de 6 ans, à l'origine sur la production, donc la fabrication des projets dans le studio autour du volcan, et j'ai bifurqué sur le développement des projets avec Nicolas il y a maintenant 2 ans et demi, et donc j'en suis ravie parce qu'il y a beaucoup à faire et plein de beaux projets à développer. Donc mon rôle chez Autour de Minuit, c'est de sélectionner des projets avec Nicolas, de les accompagner de leur naissance à leur livraison finale, tant au niveau littéraire que graphique. Donc comment on choisit les projets qu'on va développer chez Autour de Minuit? Alors, soit c'est sur la base de dossiers qu'on reçoit, d'auteurs, d'autrices qui nous envoient leurs dossiers, soit c'est des producteurs, productrices qui nous proposent des collaborations sur des projets qu'ils ont déjà sélectionnés, soit aussi ce sont des romans ou des bandes dessinées qu'on a spotées dans des festivals ou à la librairie, à la bibliothèque, pour lesquels on a des coups de cœur et qu'on veut voir vivre à l'écran. Voilà, et donc dès qu'on reçoit ces projets-là, on voit ces projets-là, donc on en discute en interne et on choisit de donner suite ou pas. Et souvent, c'est des coups de cœur sur des univers d'auteurs. Voilà, en fonction de la pertinence du propos ou de l'univers graphique, on est embarqué ou pas. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses du développement de 2 projets que nous avons terminé de produire cette année, donc qui sont un peu moins trash que les cours que vous avez vus ce matin, mais un peu plus grand public, plus accessible, mais qui restent quand même, en termes de ton, voilà, des projets qui nous ressemblent et qu'on a à cœur d'accompagner jusqu'au bout. Donc il faut savoir que le développement des projets d'animation, ça prend énormément de temps parce que ça coûte cher, donc il faut réunir les financements, il faut convaincre des partenaires, il faut trouver des équipes artistiques, il faut fabriquer. La partie fabrication prend beaucoup de temps. Donc il se passe plusieurs années avant que le projet arrive sur les écrans. Donc il faut rester patient, passionné et obstiné. Donc je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, hop, on va partir sur 2 projets. Donc 2 projets, donc Flipper, donc réalisé par Théo Grosjean et Moti, et La Grande Évasion, réalisé par Rémi Derain. Donc sur le papier, ces 2 projets sont assez similaires parce qu'ils sont tous les deux, ce sont tous les deux des copros franco-belges. Ils ont tous les deux été achetés par Canal+ et la RTBF, une chaîne belge, et ils parlent tous les deux d'un thème extrêmement universel, c'est-à-dire la peur. Mais leur grosse différence, en fait, c'est que Flipper, c'est une adaptation et La Grande Évasion, c'est une création originale, 100% originale. Voilà, donc Flipper, on en a fait une série de 20 épisodes de 2 minutes pour une cible ado-adulte. Et La Grande Évasion, c'est un spécial télé jeunesse de 26 minutes. Voilà. Donc, pour Flipper. Flipper, à l'origine du projet, il y a la BD « L'homme le plus flippé du monde », qui a été édité chez Delcourt.
Merci Arnaud. Donc il y en a 3 tomes, là on n'en a que 2. Mais d'abord c'est un homme qui a explosé sur Instagram. Donc comme vous pouvez le voir, là on parle de centaines de milliers d'abonnés pour Théo Grosjean, des lecteurs fidèles, des planches qui circulent en boucle. Bref, c'était un vrai phénomène. Donc qu'est-ce qui explique ce succès ? C'est que dans la BD, l'auteur met en scène, dans des situations du quotidien, son alter ego, mais en mode angoissé plus. Donc ça parle de thèmes que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'angoisse, la peur, sur des thèmes ultra universels. Donc oui, on en a parlé ce matin de l'actualité qui est angoissante pour tout le monde. Ça peut être aussi des traumas d'enfance qui reviennent. Voilà, le réchauffement climatique, les injonctions des réseaux sociaux. On est tous et toutes concernés. Donc le succès de la BD tient aussi au ton accrocheur. Donc c'est des sujets assez profonds, mais qui sont traités avec humour et beaucoup de sensibilité. Et le graphisme aussi est assez attractif, parce qu'il n'y a pas de fioriture, c'est un trait assez simple, dans des décors en bichromie. Donc c'est très agréable à lire. Donc c'est un savant mélange qui permet de dédramatiser les angoisses en tout genre et de déculpabiliser ceux qui les vivent. Voilà, donc vous vous rendez compte, moi aussi je suis angoissée, je suis comme Théo, là, de parler devant tant de gens. Ça va bien se passer. Voilà, donc un petit exemple de planche ici qui met en scène un petit traumatisme d'enfance. Donc peut-être que vous vous souviendrez lorsque vous étiez au supermarché avec votre parent et qu'au moment d'aller payer, il vous laissait seul pour faire la queue à la caisse pour aller chercher un quelconque objet à l'autre bout du magasin. La file avance et la panique vous gagne. Il va falloir mettre les courses sur le tapis. Pire, il va falloir parler au caissier alors qu'on n'a même pas d'argent. L'angoisse. Enfin bref, une situation simple, mais qui parle à tout le monde. Voilà, et c'est ce genre de contenu qui a tapé dans l'œil de Kian Kojandi. Et donc Kian, que vous connaissez sûrement de la série Bref, et qui s'est lui aussi reconnu dans les tribulations de l'homme le plus flippé du monde. Donc Kian a très vite eu envie de porter la BD à l'écran avec sa société de production FKLG. Et autour de minuit, l'a vite rejoint dans l'aventure pour lui apporter toute l'expertise de producteur d'anime qu'on avait et dans la recherche de partenaires et dans la fabrication de la série. Donc, ensuite, on a accompagné Kian. Autour de minuit, est allé chercher tous les financements. Donc une grosse partie, donc là, on s'est associé à Panic, notre partenaire historique en Belgique. On a réussi, grâce à Kian aussi, on a eu la chaîne Canal+, la RTBF en Belgique, les aides du CNC, les régions, etc. Donc bien sûr, ces financements, ils ne tombent pas tout seuls, tout d'un coup, tous en même temps. Ça prend du temps d'aller faire les dépôts, d'aller convaincre les partenaires. Après, l'avantage, quand on a une marque comme Flippé, c'est une IP, il y a on a Kian Kojandi, donc c'est beaucoup plus facile de convaincre les partenaires du potentiel, de la viabilité du projet. Voilà. Et donc ensuite, donc quand on a les sous, on a réussi à convaincre des partenaires, eh bien on réfléchit à ce qu'on va faire avec le projet. Et donc c'est là que moi j'interviens plus particulièrement, c'est-à-dire dans l'accompagnement des auteurs, dans l'adaptation littéraire. Donc ce qui était naturel sur Flippé, c'est de prendre Théo à l'écriture des épisodes, parce que qui mieux que Théo pouvait mettre en mots toutes les angoisses du quotidien que pouvait connaître son personnage. Donc, pour accompagner Théo, Kian a aussi sorti le crayon et il est venu en soutien pour développer donc 20 épisodes. En termes de format, donc, on est parti donc, sur des formats de 2 minutes, ce qui était le plus naturel vu
vu le format de la bande dessinée. Donc la BD de Théo, elle se compose de strips de quelques cases, et c'est des strips qui sont indépendants les uns des autres. Donc ça se prête particulièrement à la série en format court. Ensuite, donc quand on adapte, il faut sélectionner des planches. Donc là, on ne prend pas juste une planche et puis on dit bon voilà, maintenant on anime les personnages, parce qu'il y a des planches qui sont très courtes, d'autres qui sont très longues, certaines qui sont très bavardes, d'autres qui sont, en termes de rythme, ça suffit pas à faire un épisode. Donc il faut repenser la dynamique des planches pour avoir pour que le rythme fonctionne sur 2 minutes, qu'il y ait une chute et puis que les téléspectateurs s'y retrouvent. Donc on a aussi créé sur cette série, on a créé un arc narratif aux personnages, même si les épisodes sont indépendants les uns des autres. Théo, lui, il avait envie de parler de la relation avec Oriane, donc sa petite amie, dans la série. Donc il y a ce fil rouge sur l'ensemble des épisodes, en fait, de la relation qui évolue entre la rencontre, les premiers rendez-vous, voilà, à la confirmation de la relation en fin de saison 1. Voilà. Et ensuite, oui, donc le nombre de personnages et de décors, parce que fabriquer une série d'animation, ça coûte cher, donc il faut un peu cadrer tout ça. Et donc l'ADN de la BD, c'est de mettre le personnage principal dans des situations diverses, donc dans plein de décors différents, avec plein de personnages différents, des rencontres, des amis, de la famille, des personnages qu'il ne connaît pas. Et donc ça fait potentiellement beaucoup de choses à créer, beaucoup d'assets à créer. Donc on a cadré tout ça, on a sélectionné des personnages récurrents, donc dans des décors majeurs. Donc en termes de personnages, on a choisi les plus emblématiques. Donc sa maman, Oriane, donc sa petite amie, Théo quand il était enfant, son coach en mallette qui le suit partout, l'angoisse et l'amour. Après, à côté, on a bien sûr des personnages secondaires, on a sa famille, le reste de sa famille, on a des amis, et puis on a quelques figurants. Ensuite, on choisit, je dis ensuite, mais en vrai, ça se passe un peu en parallèle tout ça. Il se passe beaucoup de choses en même temps sur des développements. On a à la réalisation, donc très vite le choix de Théo s'est imposé. Et il a voulu travailler avec Moti, qui était chef anime, et avec qui ils s'entendent très très bien. Ils ont un peu la même façon de fonctionner, de penser artistiquement. Donc c'était un très bon duo. Et Moti, lui, c'est un très très bon animateur, donc il a su apporter toute sa créativité, son humour visuel aussi, et son expertise technique. Donc ils formaient un bon duo. La seule chose, c'est que c'était leur première réalisation à tous les deux. Donc, un premier réalisateur, il faut l'accompagner parce qu'il ne connaît pas forcément les contraintes de production. Il a l'envie, la motivation, c'est génial, mais il faut aussi il faut l'accompagner au quotidien. C'est long, en fait, un processus de fab, donc il faut le garder motivé. Il faut aussi faire en sorte que les épisodes sortent et qu'on reste dans les contraintes de planning et de budget. Voilà, donc, et puis les aider à investir leur rôle de chef d'orchestre, c'est important. Donc la série, elle a été fabriquée dans notre studio à Angoulême, Borderline. Donc les deux réalisateurs se sont installés là-bas. Et la légende veut que Théo y soit encore. Donc, en termes de graphisme, donc vous voyez là, donc là à gauche on a les dessins dans la BD et le design pour la série. Vous voyez qu'on ne s'est pas trop éloigné, on est resté assez fidèle au trait de Théo. C'est un trait simple et expressif. On a des personnages assez épurés, des décors sobres, avec toujours cette bichromie, toujours assez frontale. Il n'y a pas de gros effets, hein. La série, c'est pas une série d'action, donc voilà, l'animation est assez sobre. C'était une animation en 2D, puppet, donc c'est-à-dire comme
type de marionnette, voilà. Et ça a été fait dans Flash Animate. C'est pas un logiciel que nous on utilise habituellement, mais c'était le logiciel de prédilection de Moti. Et finalement, ça a été un bon choix parce que ça nous a permis de tenir des cadences et d'être à l'économie. Voilà, donc l'animation est assez minimaliste et ça permet de mettre en scène les pensées intimes du personnage, parce que vous allez le voir, en fait, la série, elle est très portée particulièrement portée par la voix off du personnage. Donc, pour parler du casting ensuite. Alors, on avait fait un premier casting où on allait chercher des comédiens pour jouer le rôle de Théo, et puis finalement, on s'est dit mais Kian, mais Kian, mais il est pour toi ce rôle. Donc Kian a fait un essai et en fait c'était parfait parce que ils se comprennent tellement bien. En fait maintenant Théo c'est Kian, Kian c'est Théo et voilà. Donc grâce à Kian Kojandi ensuite on a réussi à avoir un casting assez sympa sur la série. Donc on a eu à côté de Kian. Donc ça, c'était le rêve d'enfant de Théo, c'était d'avoir Brigitte Lecordier. Donc pour ceux qui, qui connaissent Brigitte, donc elle a fait la voix, entre autres de Dragon Ball, et de plein d'autres séries d'animation. Donc c'était leur rêve d'enfant devenu réalité. Ensuite, on avait donc Garance Marillier, qui est comédienne pour le rôle de la petite amie de Théo. On a eu Cyprien Yov pour le coach en mal-être et Morgane Cadignan pour l'angoisse. Donc c'est ce qu'on appelle des artistes bankable. Donc quand on a ça, la série, elle se vend presque toute seule, quoi. En tout cas en France. Voilà. Et côté musique, Théo a souhaité travailler avec Thanks for Crying, un musicien et compositeur qu'il connaissait bien et dont la sensibilité et la mélancolie se prêtent particulièrement à l'univers. Thanks for Crying a composé donc le générique de la série et quelques très jolis morceaux qui ont été disséminés dans les épisodes. Donc la série, elle ne repose pas essentiellement sur la musique, donc on a fait vraiment que quelques morceaux qui étaient nécessaires pour des moments importants des épisodes. Voilà, je vais vous mettre le générique. Voilà, vous entendez la sensibilité derrière. Voilà, puis un autre petit morceau pour se réveiller. Voilà, si j'y arrive. Ah bah non. C'était pas ça. Voilà. Bon, on pourrait en mettre plus, hein, mais voilà. Donc ça, c'était pour la musique. Ah ben, mais on a tout l'album en fait. Ouais, non mais. Yes, merci. Voilà. Donc je voulais vous montrer un petit exemple de planche en fait qu'on a adapté en épisode. Ouais. Je vais le faire avec. Tant pis, je vais le faire avec toi, Nicolas. Alors, un petit exemple de planche qu'on a adapté en épisode. Donc, pour info, le processus de fabrication, en fait, le pipeline, en tout cas pour cette série, c'était donc d'abord le choix de la planche. Ensuite, on passe en script, donc écrire les dialogues, les action notes. Ensuite, on passe en storyboard, donc le dessin des moments clés de l'épisode. On anime cette storyboard, donc ça en fait un animatique. Enfin, quand je dis anime, on fait une vidéo du storyboard, c'est l'animatique. Ensuite, nous, on enregistrait les voix def sur la base des storyboards. Et ensuite, on passait en animation. Donc, layout, animation, puis à la post-prod son. Musique, sound design et mix. Et puis après, le PAD, livraison aux chaînes.
Là, je vais vous montrer un exemple donc, de planche qu'on a adapté. Je vais vous montrer juste donc, la planche, l'animatique et puis le résultat final. Voilà. À noter que les grandes étapes qui sont, que je vous ai données là, elles sont toujours validées par les diffuseurs. Ça évite les surprises au PAD. Et oui, pardon. Voilà, voilà. Et donc elles sont toujours validées par le diffuseur. Et nous, on est là à chaque étape. On lit, on regarde chaque étape pour s'assurer que ça reste dans la ligne éditoriale de ce qu'on a convenu à l'origine. Et puis aussi pour éviter les petits... les marques qui sont mises un petit peu en loose day comme ça dans les épisodes ou les petits dessins. On a connu ça, enfin pas chez nous, mais dans certaines séries, il y a des petits dessins qui n'auraient pas dû être là dans les décors. Voilà, donc c'est un exemple donc avec le coach en mal-être, l'épisode du coach en mal-être de la saison 1. Donc le pitch, rapidement, c'est Théo est harcelé par un coach en mal-être qui est censé l'aider à être plus détendu en société. Mais je vais vous laisser regarder et je vais inviter mon ami Nicolas à venir faire la voix avec moi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ouais, oui. Moi, je fais quoi, moi? Tu veux faire le coach ou tu veux faire le... On improvise, comme tu veux. Oui, tu fais le coach, mais tu arrives. Okay. Tu arrives à lire? Je vais essayer. Il y a du texte en plus. C'est bizarre la façon dont tu gardes les bras le long de ton corps. Enfin, c'est chaud de me faire ça. Là. T'as l'air un peu coincé. Mais les bouges pas trop non plus, on dirait un robot. Les gens savent lire, hein. Mais bon. Oui, mais c'était pour rendre un peu plus vivant. Fais gaffe, ça fait 37 secondes que tu regardes dans les yeux. Regarde ailleurs, mais pas trop longtemps. Il va croire que tu te fais chier sinon. Toi, tu dois dire blablabla. T'es sûr que tu devrais pas plutôt mettre la main droite au-dessus de ton bras gauche quand tu croises les bras? Ah non, plutôt attends l'inverse. Ah, tu fais pas le bruit quand tu fais la bise, toi. Ça fait naze, je trouve. Oh là là, elle a l'air molle cette poignée de main. Trop long, lâche-la vite. Au fait, t'as vérifié que t'avais pas la main moite avant? Attends, cette façon de bouger tes bras là, ça va pas du tout là. Essaye un mouvement latéral circulaire pour voir plutôt. Non, laisse tomber, arrête juste de danser en fait. Alors, quand tu marches rapidement, ton jeu de jambes est vraiment... Bon, stop! Laisse mon corps profiter des émotions enivrantes que procure la vie. Je vais m'adosser naturellement contre la rambarde de ce pont et admirer le soleil qui s'endort sur la ville. Ok? Regarde comme c'est beau. Imagine, tu sautes. Voilà, donc ça c'était la planche. Et je vais vous mettre l'animatique. Avec voix maquette. Avec les pas de nous. Voilà. Il y a des voix. Ah, mais t'as pas le son aussi? Si, il y a du son sur la vidéo. Bon, sinon, on va devoir refaire les voix. Non, c'est les voix maquettes. Alors, c'est Moti qui faisait toutes les voix maquettes, qui s'est beaucoup amusé, qui est très fort. Et donc, ça permettait de donner le rythme. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bah ouais. Ça serait bien que ça marche sur le prochain. Oui, normalement, ça marche sur le prochain. En tout cas, vous pouvez voir voilà. l'animatique. Ouais. Mais tout à l'heure, ça fonctionnait tout à l'heure? C'est là. Non, vous aurez encore plus de plaisir à découvrir l'épisode final après. Donc en gros, c'est ça, le storyboard, l'animatique, c'est les dessins noir et blanc du board, avec des pauses, les pauses clés, comme ça, pour donner un peu le rythme de l'épisode et voir un peu les enchaînements. On a les dialogues normalement, et donc ça permet d'avoir une petite idée de à quoi ressemblera l'épisode à la fin. Voilà. Et donc on va... Ouais. Voilà. Donc ça c'est l'épisode final.
C'est chelou, ce truc de garder les bras le long du corps quand tu marches, hein. Je sais pas, ça fait grave coincé. Oui, bon, les bouge pas trop non plus, hein. On dirait un vieux robot dans Doctor Who. Je ne sais pas quoi faire de mes bras. Avant, j'étais en coloc avec des amis. Fais gaffe, ça fait déjà 36 secondes que tu la regardes dans les yeux, hein. Franchement, tu devrais regarder ailleurs. J'ai décidé de déménager. Maintenant! Mais pas les seins, pas les seins! Oh, non, capitaine! Dépêche-toi de tout manger pendant les bandes annonces, hein. Parce que sinon, tu vas faire chier tout le monde pendant le film. Allez. Tu devrais plutôt positionner ta main gauche au-dessus de ton bras droit quand tu croises les bras, hein. Attends, non, essaye l'inverse. Ouais, non, laisse tomber. Regarde, lui, au moins il croise bien les bras, hein. Ah, ça c'est beau, ça, oui. Ah, c'est la petite peau de maïs, hein, sur la glotte. Eh oui. Ah, tu fais pas de bruit, toi, quand tu fais la bise? Ah, ça fait naze. Ah, j'aime pas. C'est ouf que tu sues autant alors que t'en es encore qu'aux étirements. Wow, elle est molle cette poignée de main là. Franchement, j'espère qu'elle était pas moite. Bon, alors attends, cette façon de bouger tes bras là, ça va pas. Mais alors pas du tout. Essaye un mouvement latéral circulaire pour voir. Non, mais laisse tomber. Arrête! Tu te fous la honte là. Mais t'arrêtes pas de danser, tu passes pour un psychopathe qui danse pas. T'as l'étiquette qui sort. T'as mis de l'eau sur ton pantalon, on va croire que tu t'es pissé dessus. Ton coude, c'est toi qui as pété. On voit ta couille. Ton jeu de jambes là, comment... Stop! Arrête! J'en peux plus! Je fais rien de bien de toute façon! Tu sais quoi? Je vais me poser tranquille au bord du pont là, et tu vas la fermer, ok? Mais c'est bon, crie pas. Je crie si je veux! Non, c'est vrai, enfin... Regarde, on n'est pas bien là, ça fait du bien de prendre un peu de hauteur sur la vie. Imagine, tu sautes. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez vu ici et là les petits clins d'œil, les petites private jokes, et puis les clins d'œil à la culture pop, parce que Théo et Botti sont très fans, donc on en a un peu partout et ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas si vous avez reconnu Nicolas aussi, à l'abribus. Voilà, donc la série a été terminée en février 2021 et on a pu compter sur les communautés de Théo, Kian, Moti et du casting pour la mettre en avant, parce qu'avec avec les comédiens, comédiennes connus, leur communauté, ça fait du monde, et quand ils partagent une vidéo, ça fait du bruit. Et la série a aussi bénéficié des réseaux de Canal, bien sûr, et puis de ceux d'Autour de Minuit, puisque Autour de Minuit gère les ventes internationales de la série. Donc Flippé a été vendu à la Belgique, au Canada et aux autres pays francophones via TV5 Monde. Voilà, donc j'ai juste sur les chiffres sur les différentes plateformes. Voilà, enfin moi je pense que ça vous pourrez retrouver. Donc voilà, tous les bonus, les partages des épisodes. Voilà, en cumulé, ça fait quand même un sacré paquet de vues, donc on est hyper content, hyper fiers de cette série. Voilà. Et on a, donc grâce au succès de la saison 1, on a signé une saison 2 avec Canal, qui est sortie donc cette année, la saison 2. Et donc la nouvelle saison compte aussi 20 épisodes, mais il y a des épisodes qui sont plus longs que 2 minutes. Ça laisse, parce que en fait, là sur cette saison, on a écrit plus d'épisodes originaux. Et donc Théo et Moti en ont écrit beaucoup. Et puis il y avait tellement à dire qu'il y a des épisodes qui sont un peu plus longs que d'autres, mais ça laisse un peu de marge et de respiration, donc c'est pas plus mal. Dans cette nouvelle saison, en fait, il y a des thèmes plus personnels. On parle un peu plus de la vie de couple de Théo et Oriane. On est un peu plus dans l'intimité de Théo, dans son introspection, on rentre vraiment dans son cerveau, et pour le coup, du coup on rencontre des nouvelles émotions. Donc notamment Toc, qui est interprété par Christophe Lemoine, Sam Gamgee, si vous connaissez. Et la mort qui est interprétée par Philippe Valmont, qui est la voix française de Batman, de Lego Batman. Et Batman qui fera aussi un petit caméo dans la série. Voilà. Et on a sur la saison 2, en fait, qui a été diffusée cette année, un des épisodes qui a été récompensé par le prix du public dans la catégorie film de télévision et de commande au Festival d'Annecy 2025. Donc je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que j'ai encore...
Il me reste encore 20 minutes. Est-ce que vous voulez voir l'épisode décision majeure avant de passer au deuxième? Ouais. Ok. Bienvenue chers collègues. Notre hôte commun, le sujet numéro 754 668, connu sous le nom de Théo, est actuellement en train de prendre une décision majeure. Et allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il a cette fois? Il sait pas s'il doit acheter des oignons ou des échalotes? Quoi qu'il arrive, il va puer de la gueule, alors bon. Bien joué. Notre hôte commun est sur le point de demander à sa compagne si elle veut emménager avec lui. Je trouve ça un peu tôt, non? Ça fait qu'1 an qu'ils sont ensemble. Je trouve ça clairement précipité. Ok, y a que moi qui comprends pas pourquoi il est là, lui. Théo est en train de regarder The Dark Knight, il a adopté sa personnalité depuis maintenant 20 minutes. Mais ne vous attachez pas trop. J'ai qu'un contrat de 2 jours. Pour cette histoire d'emménagement, c'est une étape importante de la vie. Prendre cette décision, c'est passer à l'étape supérieure, ce qui indique qu'il se rapproche plus vite de sa mort. Ouais, puis si elle emménage avec lui, elle va finir par se rendre compte qu'il confond sa gauche et sa droite. Mais si ça se trouve, elle a des habitudes qui sont pas comme les siennes. Imaginez si elle aligne pas le tapis de la salle de bain avec le carrelage. Imaginez! J'aimerais qu'on parle de sa collection de jeux de Game Boy. Je voudrais pas qu'elle nous demande de mettre ça à la poubelle pour faire de la place pour ses affaires, hein. Non mais t'es fou, il va pas les jeter, ça prend de la valeur ces trucs. S'il a besoin de place, il les mettra à la cave. On a une cave? Elle est très poussiéreuse. S'il ingère une trop grande quantité d'acarien en y allant, ça pourrait être létal. Vermine d'acarien! Ça va pas du tout le faire. Et si jamais elle découvre qu'il repasse ses caleçons? Et si un jour elle ramène un virus mortel inconnu? 23! Elle va découvrir que je suis Bruce Wayne! Silence! Je me demande surtout si le fait de vivre au quotidien avec elle ne va pas détruire leur relation. Au bout d'un certain temps, leur amour sera remplacé par une sorte d'affection. Leur relation deviendra au mieux un confort, au pire une prison. Le temps presse, nous devons prendre une décision. Qui est pour que Théo se taise? L'amour? Nous ne t'avons pas entendu de la séance? Je pensais pourtant que le thème te parlerait. Si tu veux t'exprimer, c'est maintenant ou jamais. Oriane? Dis, j'ai réfléchi un peu et je me demandais si tu serais d'accord pour qu'on emménage ensemble. Carrément, ce serait cool. C'est vrai? Cool. Cool. Ouais, donc en fait, le vote, on s'en fiche, c'est ça? Ça valait vraiment le coup que je décale ma séance d'abdos fessiers. Voilà. Donc, ça c'était pour Flipper, donc l'adaptation de la bande dessinée. On a des DVD, mais qui sont, on a oublié les DVD, mais ils sont disponibles sur le site en ligne, voilà, à l'achat en ligne. Mais on a des sur la autocollants. boutique du site autour de Minuit, vous trouvez tous nos DVD, nos bouquins. On vend pas les stickers, mais il reste une planche, c'est ça? Non, il en reste 3. Bon, les 3 premiers. Au plus offrant à la fin. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la Grande Évasion, qui est une toute autre histoire. Parce qu'ici, on part de rien. Enfin, de rien, pas tout à fait, puisqu'on part d'une idée, de l'idée de Rémi Durin, donc réalisateur belge, qui est connu notamment pour Youkou et la fleur de l'Himalaya. Et idée aussi de Valérie Magis, qui est autrice belge. Et ensemble, avec Rémi, ils ont imaginé une histoire tendre et poétique qui parle de nos peurs d'enfants et de cette envie qu'on a tous s'évader. Donc La Grande Évasion, c'est l'histoire d'Andrea, une petite fille paralysée par le trac, lors de son spectacle de fin d'année. Elle se réfugie dans un monde imaginaire peuplé de 3 personnages hauts en couleur qui l'accueillent à bras ouverts dans un palais au milieu des nuages. Un endroit rassurant, mais aussi un peu étouffant. Grâce à un oiseau malicieux, Andrea va comprendre qu'il faut avoir le courage de déployer ses ailes si on veut s'envoler. Donc l'histoire s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et elle parle avec bienveillance de la nécessité d'écouter ses émotions, de les comprendre et pour mieux se dépasser. Donc rien à voir avec Flipper, même si on parle un peu des angoisses aussi. Donc côté artistique, Rémi a travaillé avec la créatrice Marie de Monti, qui a un univers assez singulier, très poétique, très joli. Et ensemble, ils ont imaginé cet univers visuel avec des personnages et des décors qui ne ressemblent à nul autre. Donc des
des touches de couleurs aquarellées, un trait assez fragile, très délicat. Voilà, on est loin des designs qu'on a l'habitude de voir sur des productions un peu plus grand public. Voilà, et c'est ça qui est beau avec une création originale, c'est qu'on peut oser, on peut s'exprimer, on peut expérimenter, on peut franchir des limites et proposer des univers extrêmement originaux. Et donc c'est cet univers-là, cette histoire-là qui a convaincu Kwassa, donc elle a une société de production belge, excusez-moi. Donc Kwassa a décidé de produire l'histoire de Rémi et Valérie. Et à notre tour, autour de minuit, on s'est associés au projet parce qu'on a été séduit par l'univers graphique et puis par le propos. Donc on est allé ensemble chercher des financements. Le défi cette fois, en fait, quand on n'a pas d'IP aussi forte et qu'on n'a pas de BD-cul, pas de communauté de fans derrière, pas de chiffres Instagram à mettre en avant, c'est voilà, pour convaincre les partenaires financiers, donc diffuseurs, coproducteurs et autres ponte de la production, il faut les convaincre que le projet il a une raison d'être et qu'il y a besoin, il y a une nécessité en fait de le montrer, donc et de le monter. Donc nous, les forces du film, c'est son propos qui pour les enfants, enfin écouter les émotions, les peurs se dépasser. Encore plus aujourd'hui, c'est un propos extrêmement pertinent. Il y a la poésie de l'univers et les valeurs que le film véhicule. Voilà. Et donc finalement, on a eu raison parce qu'on a réussi à réunir les financements. Donc on a eu un codev avec Média, on a eu le CNC, les régions, les aides du territoire belge aussi, puisque le film est d'origine belge. Et on a eu également une aide ATA du CNC, donc, qui est dédiée spécifiquement au développement d'outils techniques. Et donc, grâce à cette aide, on a travaillé sur la fabrication du film, à travailler avec Rémi, à savoir comment on allait fabriquer le film dans nos studios. Parce que Rémi, le réalisateur, à l'origine du projet, il souhaitait un rendu d'animation 2D avec un tracé un peu fébrile, vous voyez un peu les traits un peu accidentés, et puis des aplats de couleurs, enfin des petites touches de couleurs aquarellées qui sont assez irrégulières et qui sont pas standards sur l'ensemble de l'anime. Donc c'était un gros défi. Il y a aussi dans les cheveux, je ne sais pas si vous voyez, les cheveux, le pantalon, il y a des motifs gribouillage. Et donc ça, à l'anime, c'est pas évident à faire. Donc Rémi, de son côté, il a fait un premier test d'animation dans son studio bruxellois, l'Enclume. C'est un test 3D, 2D, qu'il a ensuite rotoscopé en 2D. Donc une animation 3D qu'il a rotoscopée en 2D et qu'il a texturé à la main. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un processus. Alors rotoscoper, comme demandait Arnaud, c'est repasser tous les traits à la main pour avoir la ligne. Donc c'est pratiquement image par image, et donc c'est un sacré travail. Donc c'est un processus artisanal. Donc ça donne un aspect poétique et délicat à l'image, c'est sans aucun doute, mais ça devient vite une usine à gaz quand on passe en production. Donc sur un spécial de 26 minutes, voilà, ça fait un peu de travail, quoi. Donc nous, chez Autour du Volcan, il a fallu réfléchir à une manière de produire ce film pour rejoindre le rendu que Rémi souhaitait. Et en respectant aussi donc la qualité, mais en respectant aussi le budget et le planning. Donc, on a mis en place donc un processus de fabrication, des outils. Donc, on a développé grâce à l'aide ATA.
donc dans le studio ADV, mais ça je ne vais pas m'étaler trop parce que c'est Mario qui va vous raconter un peu plus dans le détail. Pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, vous avez entendu à la fois ADV autour du volcan. En fait, c'est l'un des 2 studios d'Autour de minuit, mais c'est le même nom, le même mot. Hein. Et c'est à Paris. Voilà, c'est ça. Donc les outils ont été développés dans le studio Autour du volcan à Paris, mais le film a été fabriqué en grande partie dans le studio de Borderline à Angoulême et le studio de Rémi en Belgique, l'Enclume. Voilà. Donc l'équipe ADV a développé des outils donc pour faire un anime en 3D, donc sur des assets 3D, et pour convertir donc, les personnages en 3D en ligne 2D pour qu'on ait l'impression en fait que c'était de l'animation 2D. Voilà. Et pour avoir des aplats de couleurs, des petites touches d'aquarelle et puis aussi le motif gribouillage. Voilà. Donc ils ont utilisé l'outil donc dans Blender, notre logiciel favori, l'outil GPTrace, donc GeoTracer. Voilà, je vais vous montrer juste un petit extrait vidéo qui montre les différentes étapes de fabrication d'un même plan. Si j'arrive à lancer. Hop, voilà. Donc là, il n'y a pas de son. Donc là, c'est le plan animatiqué. Là, c'est le layout 3D. Donc vous avez en haut à droite le layout 3D. Donc là, avec les poses. L'animation 3D. Donc vous voyez que les bouches, les expressions, elles ne sont pas faites à cette étape, elles sont faites après. Au clean 2D. Voilà, on a converti, vous voyez les assets, voilà, on a converti d'abord la ligne, ensuite les aplats de couleurs. Et après, voilà, on rend tout ça, on clean un petit peu pour avoir ces petits accidents dans le trait. On apporte les lights. C'est un piqueur de pantoufles. Heureusement, je t'ai trouvé une autre paire. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Voilà, et le compo, et voilà, là c'est l'image finale pratiquement. Donc ça fait c'est un processus un peu long, donc, mais ça permet d'automatiser et d'avoir une production assez fluide. Et donc ensuite, on s'est attaché à la post-production, donc au casting. Donc vous avez entendu les voix. En fait, là, c'est les voix des comédiens et comédiennes qui ont été faites avant l'animation, voire avant l'animatique, parce qu'ils ont enregistré sur script pratiquement. Voilà. Donc comme le projet est d'origine belge, les voix ont été enregistrées à Bruxelles avec un cast belge. Mais il n'y a pas d'accent. Contrairement à d'autres productions parfois qu'on fait en Belgique, là, avec des acteurs comédiens, comédiennes belges, et on assume totalement l'accent. Voilà. Donc Rémi avait, à l'origine, aurait souhaité avoir un cast de comédiens et comédiennes un peu connus justement pour apporter... pour avoir un aspect, voilà, la notoriété au projet. Et puis finalement, pour des questions de budget, de planning, de choix de cast, on est parti sur un casting de comédiens et comédiennes de doublage professionnel. Mais ce qui n'enlève rien à la qualité des voix, au contraire, parce que le doublage dans l'animation, en fait, ça reste un métier. Donc c'est plus efficace quand ce sont des comédiens et comédiennes qui sont habitués. Parce que quand on prend des youtubeurs, des influenceurs ou d'autres acteurs et actrices du cinéma, en fait, ils ont leur personnalité et c'est difficile pour eux parfois de se mettre dans un rôle, dans un rythme, lire une bande rythmo, donner corps à un personnage qu'ils ne voient pas. Voilà, c'est autre chose. Donc le personnage principal est joué par une petite fille, et donc qui est Lou Durin, qui est la petite fille même du réalisateur. Donc non, il n'y a pas eu de favoritisme. Hein, elle a passé le casting, elle a été choisie. Et donc enregistrer avec des enfants, c'est toujours un peu contraignant parce qu'on peut pas les faire venir n'importe quand. Il faut enregistrer, faut respecter les horaires de l'école, leur rythme
de vie. On ne peut pas enregistrer trop longtemps sur une même journée. Donc, c'est assez contraignant en termes de planning. Mais en termes de résultats, c'est hyper frais. Ce qu'on a, c'est spontané. Donc, c'est sûr, ça demande beaucoup de prise parfois sur place parce que voilà, faut faire, refaire. Mais le résultat est toujours assez frais et assez joli. Et c'est ce que demandent les diffuseurs maintenant de plus en plus, en fait, c'est d'avoir vraiment des enfants. Voilà, donc le résultat en valait la chandelle. Ensuite, pour le lumière, on a eu le comédien Bruno Borsu. Bon, après, je donne des noms, mais c'est vrai que comme c'est un cast qui est moins connu, voilà. Donc, on avait une comédienne pour Pacha, un comédien pour Pantoufle, un comédien pour L'Oiseau et une comédienne pour La Maîtresse. Voilà. Et côté musique, en fait, la Grande Vraie Évasion, c'est aussi un film musical. C'est un film qui a été pensé comme un film musical de la part de Rémi et Valérie. À l'origine, ils voulaient faire un film un peu à la Silly Symphonies avec un film qui est vraiment souligné par sa musique. Et le personnage de L'Oiseau, par exemple, lui, il s'exprime autant par la musique que par ses actings. Et donc, Rémi a fait appel à Yann Volsier, avec qui il avait déjà collaboré sur Youkou, pour faire la bande-son de La Grande Révation. Et Yann s'en est très bien tiré, avec une partition assez subtile, très poétique, qui accompagne l'histoire et qui permet aussi parfois d'adoucir des moments que nous, on avait trouvé un petit peu anxiogènes au début à l'animatique et qui finalement se rendent très bien et fonctionnent très bien au final. Je vais vous mettre un tout petit bout. Bon, je ne vous en montre pas plus parce que de toute façon, le film va sortir bientôt. Donc, en termes de diffusion, donc La Grande Révasion sera diffusée sur Canal+, à la Toussaint, sur la RTBF aussi, mais je crois qu'on n'a pas encore de date. Et il sortira au cinéma, distribué par les Films du Préau, début 2026. Voilà. Et c'est aussi Autour de minuit qui assure les ventes internationales du spécial. Et pour l'instant, le programme a été vendu en Belgique, en Suisse, et s'apprête aussi à l'être en Espagne, avant d'autres pays, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, merci pour votre attention. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la visite. Et puis, à dispo si vous avez des questions. Merci, Chanty. Est-ce que vous avez des questions à lui poser suite à cette présentation ? Bon, j'en ai une qui concerne ce que vous disiez sur la seconde saison de l'homme le plus flippé du monde qui devient flippé, puisqu'il y a eu des histoires originelles pour la série. Est-ce qu'il y a un travail pour un prochain livre avec ces histoires-là ? Est-ce qu'elles font celles qui sont passées de la BD au film, il y a l'inverse aussi qui se produit ? Non, alors pas à notre connaissance. Non. Non, par contre, sur Instagram, il a fait des épisodes de lui étant flippé en train de faire une série. C'est l'angoisse de faire une série. C'est ça. Une question ? Tout a été clair. Et là, quand vous faites deux saisons, qu'est-ce que vous reprenez ? Qu'est-ce que vous innovez par rapport à la première ? Parce qu'il y a déjà tout un répertoire qui a été créé. Ouais. Pour des raisons d'économie, nous, on récupère tous les personnages, les décors, les relations qui ont été instaurées dans la saison 1. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence sur la saison 2. Après, on fait évoluer les relations, on crée des nouvelles situations parce que aussi il faut créer de la nouveauté pour créer l'intérêt. Donc il y a des nouvelles situations, des nouveaux épisodes, donner un peu d'inédit, quoi, apporter des nouveaux comédiens, comédiennes, faire des nouveaux clins d'œil. Voilà. Il y a pas mal de nouveaux persos quand même. Alors je crois qu'il y avait une question, non ?
Alors juste, Jean-François, on va apporter un micro pour que personne derrière puisse vous entendre. S'il vous plaît. Tu as parlé du programme, que le film allait être diffusé en programme, le spécial. C'est quoi les deux? Il est accompagné d'autres films, c'est pas encore arrêté, c'est les films du Préau qui gèrent, c'est ça? Il y a 2 courts-métrages, ça sort le 28 janvier, et il y a 2 courts-métrages qui accompagnent. Ouais. C'est sur le site du film du Préau déjà, c'est annoncé. On n'est même pas au courant, ils ne nous ont pas prévenus. Bienvenue ici. On a bien fait de venir. On a un peu la tête dans le guidon pour finir. On est la tête dans le guidon pour finir le film pour Canal et les films du Préau qui veulent faire une avant-première, je ne sais où, le 20 octobre. Et je pense qu'on étalonne 2 jours avant. Enfin, Une question. Je crois que Anne a levé. Ouais, on va t'apporter un micro. Attends, on va t'apporter un micro pour que tout le monde puisse t'entendre. Il suffit d'aller sur le site des films du Préau parce que moi je m'étais renseignée évidemment pour Travelling et il y a donc deux films courts et je venais de vérifier. Donc j'ai trouvé une boîte de Rick Monchaud et qui a-t-il dans la boîte de Bram Hagegold. Je ne sais pas comment on prononce son nom, mais le programme est déjà constitué. Très bien. D'accord, merci. Y a-t-il une autre question? Des travaux comme ceci, ça concerne combien de personnes aussi sur Combien de personnes travaillent que vous mobilisez, que vous alors pour Flipper, là il y avait c'était une petite équipe à Angoulême. Ils sont une petite dizaine entre les designs. Il n'y avait qu'une personne au design décor, par exemple, une personne qui construit les builds des personnages pour pouvoir les faire animer ensuite par les animateurs. Et les animateurs et les animatrices, je pense qu'il devait être 4-6. Et alors, il y a une autre, il y a quelqu'un qui fait le compositing. Et puis, à l'enclume, c'était à peu près la même taille. Sur des petites séries comme ça, il n'y a pas de... Voilà, les équipes ne sont pas énormes. Mais, alors, du coup, le modèle économique, du coup, c'est quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment les chiffres de diffusion sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est énorme, mais c'est pas forcément... Ça ne rapporte rentre rien. Pas forcément dans la caisse, voilà. Non, le modèle sur Flipper, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'économie. Surtout quand on fait aussi peu d'épisodes, on ne fait pas d'économie d'échelle. Donc, toute la création des décors, des personnages, des assets, tout ce qu'on appelle la pré-prod, ça coûte quasiment autant pour en faire 20 qu'en faire 80. Mais on n'a pas l'économie d'échelle d'en faire 80. Donc, au final, la saison 1, elle était en dessous du prix coûtant, c'est-à-dire qu'on a limite mis de l'argent de notre poche. Et la saison 2, on était en copro avec Panic, on était un tout petit peu plus confortable et on a pu un peu plus décemment rémunérer les gens et les auteurs et puis créer un peu de nouveaux assets. C'est un format qui se vend pas beaucoup à l'international hors pays francophone. D'une part, il y a le coût des doublages qui dépasse le coût d'achat de certains diffuseurs. Et ce type de format court, humour, 2-3 minutes, c'est très très rare en fait. Sur d'autres je vous pose très naïvement la question, pourquoi vous le faites? C'est pour le plaisir? Pour la beauté du geste. Parce qu'à côté, il y a d'autres films qui permettent de les financer? Parce qu'on avait très envie de faire la saison 1, on s'en est un peu moins mal sorti sur la saison 2. Mais c'est oui ça, et comme une série qu'on est en train de produire maintenant qui s'appelle Putain de chat avec Arte, c'est pareil, c'est pour la beauté du geste, quoi. Ça nous occupe. Ça fait travailler aussi les équipes, les studios. Voilà, mais c'est vrai que en fait, de manière générale, on ne fait pas ce qu'on fait pour l'argent. Nous, notre métier, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'en trouver pour que les auteurs puissent faire leur film. Et parfois, on n'en trouve pas assez. Du coup, en général, c'est les producteurs qui se rémunèrent en dernier ou pas.